Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Vous écoutez Radio Taïwan International diffusé depuis Taipei, Taïwan. Soyez les bienvenus en compagnie du service français. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce dimanche 28 septembre. Un programme qui, comme chaque dimanche, débutera avec l'émission On en parle à Taïwan, laquelle sera suivie de la musique traditionnelle avec partitions orientales, puis de la musique indé de Taïwan avec Sous des cieux amplifiés d'Aurélien Rossanino. Mais tout de suite, c'est l'équipe de RTI de rédaction qui vous présente l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Taïwan International et vous écoutez surtout l'émission On en parle à Taïwan avec au micro ce dimanche Lisa Dufaux, Humaing. Et puis moi-même donc François-Xavier Boulet. Alors de quoi parlez-vous cette semaine ? Alors, de mon côté, je vais vous parler de la dernière version du guide national sur la sécurité publique. Et vous allez voir, ça concerne vraiment tous les Taïwanais. D'accord. Et moi je vais vous parler d'une conférence sur les amphibiens et les reptiles qui a été organisée le week-end dernier par le zoo de Taipei. J'espère qu'on n'aura pas une dent contre ses amis amphibiens, et reptiles, crocodiles. Tu peux avoir autant de dents que tu veux, ça ne changera pas grand-chose en fait. C'est pas faux. Et moi je terminerai avec, je crois que c'est la première fois qu'on en parle, la Coupe du Monde des fléchettes. Alors non pas que c'est la première édition, mais que c'est la toute première fois que Taïwan est qualifié aux phases finales. Voilà, et ça a lieu cette semaine jusqu'à ce soir en Corée du Sud. Je crois que c'est un sujet qui nous passionne, Lisa et moi, en fait. Ah, oui. On le dit. Chacun sa cible. C'est sûr, chacun sa fléchette aussi, en fait. C'est ça. Alors, en parlant de cible et de fléchettes, si Taïwan est la cible d'attaque, mieux vaut être bien prévenu et bien savoir quoi faire. Oui, alors... le ministère de la Défense a publié récemment la nouvelle version du guide national sur la sécurité publique. Et je pense que ce qui est intéressant dans le sens où ce n'est pas quelque chose uniquement publié par les pompiers, par exemple, pour avoir un sac de secours, ça comprend 3 volets désormais avec donc en temps ordinaire, des préparatifs ordinaires, de temps de crise et aussi comment défendre la nation, c'est-à-dire ça implique vraiment la notion de résilience civile. D'accord. Donc, tout le monde est mobilisé pour protéger le pays. Et dans le guide, on propose aussi des différentes orientations ou cours qu'on souhaite suivre si on veut défendre notre nation, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose de très large. Et du coup, quand tu dis en temps ordinaire, ça veut dire s'il y a une catastrophe ou un typhon, un séisme, un truc comme ça. Tout comprend, en fait, dans ce guide. Au niveau de préparation ordinaire. Oui. Donc, c'est une instruction qui nous conseille de suivre étape par étape. On peut préciser que le livre est publié en version bilingue, donc il y a aussi une version en anglais. Tout à fait. Et les versions électroniques aussi, en fait. Et donc, pour les préparatifs au quotidien, je ne savais même pas qu'on nous conseille d'avoir au moins de quoi se protéger, rester à la maison pendant au moins une semaine. Une semaine d'autonomie ? Une semaine d'autonomie. C'est-à-dire, au niveau d'alimentation, il faut prévoir 3 litres de l'eau par personne, par jour. 3 litres, pour moi, ça fait beaucoup, en fait. Mais effectivement, si on a besoin pour cuisiner aussi, pour autre chose, 3 litres, c'est le minimum. Oui. À part cela, il faut avoir donc du riz, des conserves, aussi des choses qui se mangent facilement, ou alors des choses calorifiques comme le chocolat. Ensuite, de besoins quotidiens, comme des sacs plastiques, des papiers hygiéniques, et aussi des premiers comment on appelle ça, des produits de première nécessité, de santé en fait, ou hygiène en fait, donc de l'alcool pour désinfection, une trousse de pharmacie, et aussi, bien sûr, si on a des enfants de bas âge, des bébés par exemple, lait en poudre, et aussi des personnes âgées dont ils ont besoin en fait. Ça, c'est parmi des choses les plus nécessaires. Donc, les besoins basiques. Le besoin basique. Mais en fonction des gens, quoi. En fonction des gens, une torche, des batteries, tout cela, en fait, pour de quoi pour cuisiner aussi. Oui.
Et on a toute une liste des sacs de secours. Donc, il y a un volet où on reste chez soi de manière ordinaire. Il y a un volet de devoir se préparer à l'abri, en fait. Donc, dans ce sac de secours, 2 bouteilles d'eau, 600 millilitres par personne. Ça, c'est vraiment pour le sac de survie en attendant de pouvoir être à l'abri ailleurs. Voilà. Et de la nourriture sec comme des biscuits, du chocolat, ce genre de choses. Encore une fois, des trousses d'hygiène. Donc, tout ce dont on a besoin des pansements ou alors des choses pour désinfection. Voilà. De quoi se recouvrir contre le froid. Ah oui. Et un généralement, mini sac. C'est une couverture de survie ou quelque chose comme couverture de survie ou alors tous les habits aussi, en fait. Et tout ça, c'est censé être dans un seul lieu? Dans un sac. Ça s'appelle sac de survie. Les conserves, les couches, les trucs, tout dans un seul sac? Non, là, c'était aliments secs. Il y a des aliments secs dans ton sac de survie. Tout ce qui est conserve, tout ça, en autonomie d'1 semaine, c'est pour si tu es coincé chez toi. Donc ça, tu n'as pas besoin de le mettre dans un sac. Ouais. À part cela, tu as des choses qui sont importantes, des pièces d'identité, l'argent liquide. Et aussi, ce qu'on doit emporter, ce qu'on peut emporter, c'est un sifflet pour se faire localiser. Pour se faire localiser, un couteau suisse, ce qui peut nous aider aussi. Voilà, donc le couteau à la MacGyver, quoi. Là, ça peut ouvrir des portes d'ascenseur. Oui, croyez en mon expérience. Et bien sûr, ouais. Et bien sûr, sac à dos, en fait. Et il faut essayer de porter déjà le sac. 15 kilos maximum pour les hommes, 10 kilos maximum pour les femmes. En dehors de toutes ces affaires qu'on doit se préparer en cas de catastrophe, alors il y a une indication en cas d'alerte aérienne. D'accord. Si on entend des alertes avec des bruits différents, qu'est-ce qu'on doit faire et ce que ça représente. Il y a une alerte, je pense que ça c'est nouveau, pour le tsunami. Est-ce que ça va être diffusé? Les alertes vont sonner différemment. Par exemple, pour le tsunami, c'est 5 secondes. 5 secondes d'arrêt, 5 secondes d'alerte. D'accord. Voilà. Et ces alertes-là sont aussi, j'imagine, diffusées sur les téléphones portables, dans tous les quartiers, au cas où, quoi. Oui, tout comme les alertes pour le séisme, ce genre de choses. Voilà, ça c'est des choses. Et ensuite, il faut faire attention à tout ce qui est information sur la sécurité. Donc, quel que soit le cas, il faut être vigilant sur ne pas cliquer sur des liens étranges. Et se protéger au niveau de l'informatique. En fait, ça, c'est des informations de base. Ça, c'est le jour ordinaire. Donc, on nous conseille aussi d'acquérir des savoir-faire ordinaires par exemple, pour les premiers secours au niveau de santé. Les connaissances de base, Les connaissances de base pour pouvoir s'entraider, en fait, pour aider les autres et aider soi-même. Donc, ça, je l'ai fait. Des cours de secours, premiers secours. Bravo. Je peux vous sauver. Oui, j'ai une carte valide pour 2 ans. Wow. Donc, c'est une carte à renouveler tous les 2 ans, en fait. C'est pas très complexe à Taïwan. Tous les stations de pompiers peuvent proposer des cours. Tu vas dans n'importe quelle caserne comme ça? Oui, on peut faire une réservation. Et c'est pas très cher, je crois. C'est moins de $500 taïwanais pour 4 heures de cours. Et avec une pratique, un contrôle à la fin. Et ça fait 15 € pour 2 ans. Pour 2 ans. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est en cas de temps ordinaire. Oui. Mais il y a aussi toute une instruction pour en cas de crise. Donc, comment se sauver, en fait, et sauver les autres. Donc, ça comprend aussi lorsqu'on est brûlé. Ça comprend aussi si c'est quelque chose, une crise chimique toxique. Ah oui, une attaque chimique, ou enfin pas forcément en cas de catastrophe. Comme ça. Voilà. Et aussi incident nucléaire. Il faut se rentrer, par exemple, en cas d'incident nucléaire, il faut rentrer tout de suite dans des espaces intérieurs, fermer les fenêtres, les portes, et allumer la télé et la radio surtout, pour écouter toutes les informations que le gouvernement communique. Comme ça, on a les radiations nucléaires et celles des ondes. Oui, apparemment, en cas d'incident nucléaire, je ne savais même pas, que le gouvernement proposera en temps et en heure des choses nécessaires pour se sauver
Et donc, toutes ces informations de la distribution des aides de premier secours vont être passées par la radio ou la télévision. Quand il y a les exercices annuels Wan'an de défense, la télévision se met aussi à diffuser les messages du gouvernement en bande. Donc, je pense que ça fait partie de ces tests où on commence à sensibiliser les gens à ça. Ouais. Et dans ce petit guide, si on n'a pas le temps de suivre des formations de premier secours, dans le petit guide, il est précisé comment il faut faire. Ah d'accord. En fait, je croyais qu'il disait choisissez bien votre voisin, quelqu'un qui a fait la formation. Non, c'est-à-dire comment faire lorsqu'il y a un arrêt du cœur, ce genre de choses. Un massage cardiaque. Un massage cardiaque, voilà. Et comment latérales de sécurité. Tout à fait. Comment transporter aussi des personnes en cas nécessaire, en fait, si ces personnes ont une fracture osseuse ou non. Et toutes ces informations sont expliquées avec des images, des dessins qui sont fournis. Voilà. Alors, il faut avoir consulté le petit carnet ou l'avoir imprimé chez soi, quoi. Et donc, dans les menaces éventuelles listées, il y a donc des catastrophes naturelles, notamment des séismes, du typhon. Et là, on doit ajouter le débordement du lac du barrage. Voilà, une rupture d'une digue. Oui. Et donc, pour chaque différent cas de catastrophe, il y a des gestes à prendre. En fait, pour le séisme, c'est différent par rapport au glissement de terrain, c'est différent par rapport au tsunami ou le typhon. En fait. Donc, la réponse à adopter est adaptée à la situation, quoi. Tout est listé, et dans les menaces, il est également listé des invasions militaires. Oui. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui change aussi, le fait que c'est le ministère de la Défense qui élabore un guide dans ce sens. Donc ça comprend aussi lorsque les câbles sous-marins sont coupés, lorsque l'Internet est paralysé et lorsque Taïwan est... Un éventuel blocus, quoi. Éventuel blocus. Et si des activités commerciales sont suspendues et si on est vraiment attaqué par les armements, en fait. Donc ça comprend aussi où est-ce qu'on doit retrouver des refuges et lorsque on voit éventuellement un risque d'ennemi, lorsqu'on voit l'ennemi en fait, est-ce qu'on doit faire? Si tu le vois, c'est plus un risque. Parce qu'apparemment, il indique que l'ennemi peut se déguiser en soldat taïwanais aussi en fait. Et du coup, ça c'est des choses... Je vois qu'il y a un petit dessin avec un soldat et un drapeau chinois. Hein. Oui, donc ça c'est assez explicite c'est quand aussi même. Pour... appeler les Taïwanais à être vigilants face aux différentes menaces éventuelles. Et il souligne encore une fois maîtriser des informations correctes. C'est-à-dire ne pas se fier aux fausses informations en fait. Voilà. Et par exemple, si ils te disent que si on annonce que Taïwan a connu une défaite et que le gouvernement se rend, c'est des fausses informations. Ça veut dire qu'on se rend nous aussi, c'est ça? Non. Je sais pas comment. C'est un bel exemple de fausses informations. Bon, je pense que très peu de personnes croiraient ça quand même en cas de conflit. Dans ce genre donc, il y a toute une liste des fréquences de radio FM à utiliser en cas de problème, de catastrophe. Il y a toute une liste de lieux où on peut retrouver des matériels de premier secours et les lieux où se rendre si notre maison est détruite. D'accord. Oui. Il y a aussi une liste sur le fait que si je me sens anxieux, ce que je dois faire, des gestes à prendre, s'alimenter correctement, et ça déjà, je pense que c'est impossible. Arrêter de lire des informations, et je pense que rien qu'en écoutant, là, je me sens un peu stressée. Je sais pas vous, mais... Troisième volet, grand volet, c'est donc protéger notre nation. Oui. Donc, ils te disent, on a besoin de chacun entre nous. Donc, les ONG qu'on peut rejoindre, on peut être aussi dans les services civils, on peut être aussi bénévole par exemple, comme dans la police ou dans les pompiers, en fait. D'accord. Donc, c'est la résilience civile élargie à toute la population, quoi. Oui, et il y a toute une liste de numéros nécessaires. Donc, la police, l'armée, en fait. Enfin, non pas l'armée. Les services financiers, le soin de longue durée, ce genre de choses. D'accord. Ce qui est intéressant d'appeler justement la population qui peut rejoindre les forces civiles, les équipes de secours, etc. C'est ce qu'on voit justement ce week-end avec pas mal de Taïwanais qui ont décidé d'aller sur la zone sinistrée
du fameux lac de barrage qui a rompu pour aller aider les gens à déblayer leur maison, à pouvoir regagner leur domicile. Ça, ce qui me fait penser aussi, pourquoi il y a autant de problèmes pour évacuer les gens. Oui. Les autorités ont dit qu'ils ont fait 9 fois alerte pour demander aux gens de partir. Voilà. Mais on ne peut pas les forcer s'ils ne veulent pas. Selon le bureau de la société des affaires sociales de Hualien, on ne peut pas forcer les gens à quitter le lieu. Je ne sais pas vraiment si au niveau de la loi, on a le droit ou pas. En tout cas, on a dit que la plupart des personnes qui sont décédées sont des personnes âgées. Et je ne sais pas si, en sachant qu'ils n'ont pas une mobilité aussi facile, est-ce qu'on peut pas les forcer à quitter le lieu, quoi. Il fallait, ce qu'il faut voir aussi, bon là c'est en cas d'urgence, mais j'avais fait un décryptage avant, quand c'était déjà le danger de ça, et un expert estimait qu'il fallait 12 heures pour évacuer les 7 villages risqués, 12 heures pour les personnes à mobilité réduite, personnes âgées, ceux qui n'avaient pas de voiture, et l'alerte, on ne pouvait pas la donner 12 heures avant si on n'agissait pas, enfin ça faisait 2 mois qu'on savait qu'il y avait un risque, on a essayé d'agir, mais c'est compliqué dans l'urgence de se dire j'ai 12 heures en un. Je crois que d'après ce que j'ai lu cette fois-ci, c'est 40 minutes entre le lac qui a commencé à déborder et le moment où ça arrive dans la commune Guangfu. Et c'est pour ça il y a un spécialiste qui a dit que de toute façon, en 40 minutes, on n'arrive pas à évacuer toutes les personnes. C'est ça. 2 heures minimum si on savait avec tout le monde motorisé pouvoir partir, mais même là on les avait pas, quoi. Oui, et c'est pour ça je pense que ce genre de guide c'est important aussi pour que les gens soient avertis de tout risque éventuel et des gestes à prendre. Oui. C'est un bon réflexe en fait. C'est pas parce que je veux pas quitter chez moi que. C'est ça. Ouais. Et le guide se termine avec toute une liste pour checker si on a préparé notre sac de secours et si au quotidien on a toutes les affaires nécessaires. Un vrai cahier scolaire presque. Un vrai cahier. Je pense que c'est utile pour tout le monde et j'encourage des personnes qui habitent à Taïwan de les imprimer et de le garder. Support papier en fait. Avec son sac de survie par exemple. Ouais, par exemple. Voilà, alors on va se remonter le moral avec un autre sujet peut-être. Ou d'abord les amphibiens et crocodiles. Oui, c'est mieux. En cas d'attaque de crocodile, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je voulais vous parler d'un événement qui a eu lieu le week-end dernier à Taipei, puisque le zoo de Taipei a accueilli la 64e réunion de la Société japonaise d'herpétologie. Alors, pour ceux qui, comme moi, ne savent pas ce qu'est l'herpétologie, il s'agit de la branche de l'histoire naturelle qui traite des amphibiens et des reptiles. Herpétologie. D'accord. C'est pas l'herpès animal. Alors, cet événement a rassemblé dimanche et lundi dernier plus de 200 spécialistes, des professeurs, des chercheurs, des étudiants japonais, mais aussi... Et des reptiles. Non, peut-être pas des reptiles. Il y en avait déjà sur place, mais pas à la réunion. C'est vrai. Mais aussi plus de 100 participants basés à Taïwan, donc des chercheurs, des représentants d'agences gouvernementales ou encore des ONG, puisque la réunion était l'occasion de partager les récents travaux en lien avec les amphibiens et les reptiles, mais aussi de discuter des différents défis auxquels font face les différentes espèces dans un contexte de changement climatique, et notamment de la perte de l'habitat et de la pollution, qui sont des phénomènes qui touchent beaucoup d'espèces. D'accord. Donc cet événement a commencé avec un discours de Matt Gotts, un herpétologue de Durrell Wildlife Trust au zoo de Jersey au Royaume-Uni, qui a présenté les problèmes de conservation de la tortue à soc. Donc c'est avec le nom scientifique Astrochelys inifora. La fameuse tortue à soc. Alors, c'est une espèce de tortue terrestre endémique de Madagascar, qui est la tortue la plus rare et la plus en danger actuellement dans le monde. Et cette vulnérabilité est due au fait qu'elle vit dans un très petit territoire, d'environ 25 à 60 km² dans la région de Bali-Bali. Et en 2012, on a estimé qu'il n'y avait plus que 440 à 700 individus à l'état sauvage. Et elle est surtout menacée par les feux de brousse d'origine humaine qui visent à créer des zones de pâture pour le zébu et aussi la collecte d'individus pour le trafic international d'animaux de compagnie. Malheureusement. Et cette espèce est protégée par l'État malgache, mais seulement depuis 1997, en partie grâce au travail de la Durrell Wildlife Conservation Trust, dont fait partie cet intervenant, qui a mis en place un programme de conservation de cette espèce en coopérant avec les populations locales.
Mais il n'y a plus de spécimens vivants en liberté depuis 2018, donc c'était l'occasion pour cet intervenant de souligner le rôle des zoos dans la conservation des espèces menacées, notamment grâce à des programmes de conservation, de sensibilisation et de reproduction en captivité, et parfois de réintroduction dans la nature, même si ça ne marche pas avec toutes les espèces, et c'est quand même compliqué à mettre en place. Alors, il y a aussi un membre du Centre de conservation de la recherche du zoo de Taipei, un certain Chen Zelong, qui a fait une présentation sur les contributions des herpétologues japonais à la taxonomie, c'est-à-dire la branche des sciences naturelles qui consiste à décrire et à circonscrire en termes d'espèces les organismes vivants et à les organiser en différentes catégories. Et en effet, les chercheurs japonais, depuis les premiers naturalistes jusqu'à aujourd'hui, ont beaucoup contribué à la recherche mondiale, et en particulier pour des raisons historiques, à la recherche sur la faune et la flore taïwanaise, puisque Taïwan était une colonie japonaise pendant 50 ans. Et Chen Zelong a indiqué que rien que dans le domaine de l'herpétologie, donc sans compter les autres animaux, sans compter les plantes, il y a 103 chercheurs japonais qui ont publié au total, au cours des 119 dernières années, 367 noms de genres, 328 nouvelles espèces et 37 nouvelles sous-espèces. Avec la première contribution japonaise en la matière qui remonte à 1907, c'est la description de la petite salamandre de Taïwan avec comme nom latin Ibonius fuscus ou en mandarin Guanwu Shanjiaoyu, donc par l'herpétologue japonais Katsumi Tago. Donc c'est le nom en chinois Guanwu qui fait référence à une zone dans le parc national de Xueshan. D'accord. C'est une espèce menacée aussi. Alors, parmi les chercheurs japonais qui ont le plus contribué à la recherche, on peut notamment mentionner Masafumi Matsui, qui est un herpétologue de l'université de Kyoto, né en 1950, qui a décrit 150 taxons au total. Il y a aussi un grand professeur japonais de l'université de Kyoto, Kanto Nishikawa, qui a fait une présentation sur l'histoire de la recherche sur les salamandres à Taïwan, et notamment sur la recherche et la relation de cette recherche avec le Japon. Donc ce chercheur, il est notamment connu à Taïwan pour une étude sur les salamandres taïwanaises menée en 2019 en collaboration avec des chercheurs taïwanais. Il a indiqué qu'il y avait 5 espèces de salamandres endémiques de Taïwan qui vivent toutes dans les montagnes de haute altitude. Ce sont des animaux qui sont assez solitaires et qui pondent dans les eaux souterraines, ce qui fait qu'ils sont très difficiles à observer. D'accord. On ne les voit pas facilement. Il a aussi expliqué que même s'il n'existe que 5 espèces de salamandres à Taïwan, c'est assez surprenant que des salamandres du genre Inobius, qui préfèrent les climats frais, vivent sur cette île, Taïwan, avec un climat subtropical. Mais en fait, c'est dû au fait que Taïwan dispose de hautes montagnes, en particulier plus de 200 sommets au-delà de 3000 mètres d'altitude. Et donc, les salamandres ont pu ainsi survivre en restant dans des altitudes au-delà de 2000 mètres. D'accord. Et si le programme de cette conférence vous intéresse, vous pouvez retrouver le résumé de cette réunion. C'est en anglais et en mandarin sur le site. Et aussi, on vous a mis le lien dans l'article d'aujourd'hui. D'accord. Alors, on va terminer dans le mille avec mes fameuses fléchettes. Enfin, ce ne sont pas les miennes, évidemment. Ce sont celles de la Coupe du Monde des fléchettes. Si on en parle, on le disait dans l'introduction, c'est parce que Taïwan y participe pour la toute première fois. Non pas qu'avant, Taïwan ne savait pas jouer aux fléchettes ou n'avait pas ce jeu-là. C'est tout simplement parce qu'il faut des points. Il faut avoir un certain niveau au classement mondial pour participer à la finale. Voilà, donc cette Coupe du Monde a lieu tous les 2 ans. Et Taïwan y participe pour la première fois en Corée du Sud cette semaine. Ça se termine ce soir même. Et Taïwan est aux côtés de 46 autres pays. Donc il y a 47 pays finalistes, donc équipe nationale répartie en différentes catégories. Il y a par équipe, donc par hommes, femmes, juniors et puis jeunes. Alors jeunes et juniors, c'est entre 12 et 18 ans ou moins de 12 ans. C'est nécessaire de faire une distinction du genre pour la fléchette. Comme toutes les compétitions, oui, parce qu'après ils les font en duo. Il y a le duo homme, duo femme, duo mixte. Je pense que c'est parce que ça existe depuis des années et que ça a été présenté comme cela. C'est la vue, et c'est les points précision. sont pareils. La compétition se déroule exactement pareil. Donc
c'est des catégories différentes. Voilà. Okay. Le poids de la fléchette, je ne sais pas s'il y a une. Je ne sais pas, là, franchement, j'ai du mal à comprendre la distinction du genre. En tout cas, il ne faut pas se tromper de cible parce que quand tu vois les photos de la compétition, c'est un énorme hangar et elles sont toutes alignées comme un stand de tir, si vous voulez. Mais c'est que des cibles, des fléchettes. Et je pense que si je ne suis pas qualifié, c'est parce que j'aurais peut-être mis dans la cible d'à côté et pas dans la mienne, tu vois. Parce que c'est quand même à moins d'1 mètre les unes des autres, quoi. Il faut déjà arriver à atteindre la cible, en fait. C'est sûr. Au total, il y a 392 joueurs qui étaient là pour la finale. Et c'est la 24e édition de Coupe du Monde des fléchettes organisée par la fédération WDF, donc la Fédération mondiale des fléchettes, ou DAF en anglais. Et tu sais la distance entre... Eh ben, il y a différentes catégories, mais souvent, si tu vois le tapis de la fléchette, c'est 3 ou 5 mètres de la cible, et ça se fait en plusieurs tours, donc il y a plusieurs poules. Taïwan était en compétition par équipe, Taïwan était... pas forcément bien servi puisqu'il fallait affronter l'Angleterre, qui est championne du monde quasiment chaque année ou presque, par équipe en tout cas. Et Taïwan a gagné 9 à 5 contre l'Angleterre d'entrée. Mais on a aussi gagné, Taïwan a aussi gagné contre l'Inde, 9 à 0, il n'y a même pas eu match. Du coup, 9 c'est le point maximal. Chypre. Oui, c'est la première équipe qui arrive à 9, si c'est par équipe comme ça. Donc Taïwan a eu 3 victoires, pas mal. Mais s'est incliné contre l'Irlande du Nord 4 à 9 et contre l'Italie 5 à 9. Et en fonction des autres confrontations de ce groupe, Taïwan a terminé 3e sur 6 de son groupe. Derrière l'Irlande du Nord et l'Angleterre, malheureusement, il n'y avait que les 2 premiers de chaque groupe qui continuaient la compétition. Ouais. Donc Taïwan s'est incliné là, mais plutôt mention bien quand même, avec une belle performance. Surtout que les Taïwanais, ils n'ont pas l'habitude de jouer aux fléchettes dans les pubs. Bah oui, c'est ça. Il faut avoir plus de... Mais c'est un peu ce même genre de cible ou de jeu, en fait. Mais là, c'est compétition, quoi. Il faut commencer par avoir plus de pubs. Ouais. Alors, il y a eu, voilà, c'est ça, des pubs pour des fléchettes. Voilà. On va militer pour ça. Notez quand même que le double dame est arrivé en 8e. C'est pas mal, 8e de finale. Et donc les femmes boivent plus. Elles ont perdu contre le duo anglais qui a remporté la compétition. C'est très européen, chez les doubles femmes. Ensuite, il y a beaucoup d'équipes européennes, tout à fait. À noter quand même une finaliste, une jeune taïwanaise chez les juniors de moins de 12 ans. Voilà, elle est allée jusqu'en finale contre la Finlande. Malheureusement, elle s'est inclinée. Mais la Finlande a gagné par équipe, elle a gagné en individuel, elle a gagné dans pas mal de catégories. Et puis, chez les hommes, Tsun Chi-rui, il est allé jusqu'en demi-finale. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, il est dans le dernier carré des confrontations quand on sait qu'il y avait 392 joueurs au départ. Voilà, donc c'est quand même très bien pour une première participation pour Taïwan. Pas mal. Ils ont mis dans le mille et on espère qu'ils vont continuer. Voilà pourquoi je voulais parler de cette première participation historique de Taïwan. Je pense que c'est à suivre aussi, en fait, tous les 2 ans. Et bien sûr, il faut préciser que si vous cherchez Taïwan au classement, il faut chercher à Taipei chinois, Chinese Taipei. Voilà, comme toutes les compétitions internationales. Et le mot de la fin revient quand même au président de la Fédération taïwanaise des fléchettes de Taïwan, parce qu'il y a une fédération taïwanaise, en fait, Guo Qingyao, qui a salué des Taïwanais valeureux qui ont obtenu, à force d'huile de coude, à force de courage et puis de persévérance, leur qualification. C'était pas facile. Parce que justement, tu disais, il y a beaucoup d'Européens en face. Et en effet, il dit, pour nous, c'est très compliqué d'avoir une place en Coupe du Monde. Déjà parce qu'il y a beaucoup moins de place pour la Fédération d'Asie par rapport à la Fédération américaine ou Fédération européenne. Mais Taïwan a réussi à représenter l'Asie avec le Japon, la Corée du Sud. Il y avait quand même aussi Singapour et Hong Kong. Donc il y a quand même 5-6 nations qui sont là. Et c'est la première fois qu'il y avait Taïwan. Donc il espère que ça montrera aux jeunes que les fléchettes, c'est aussi un sport de compétition et qu'il y aura des talents pour de nouvelles qualifications. Pourquoi pas ? Voilà. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée puisqu'on arrive au terme de On en parle à Taïwan. C'était animé par Meg, Lisa et Fix.